troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des bouleversements géopolitiques qui ont cours en ce moment sur la planète, notamment le déploiement militaire américain dans le Golfe Persique. Alors la guerre entre les États-Unis et l'Iran sera-t-elle évitée? C'est la question à laquelle nous tentions d'apporter réponse très rapidement. Jemal Taleb. Il y a encore un autre paradoxe qu'il faut soulever et décrypter. Bachar al-Assad est tombé en Syrie. Pourtant, il avait un allié important qui était la Russie. On connaît les conditions dans lesquelles il est tombé. Il est aujourd'hui à Moscou. Ouf. Nicolas Maduro est tombé. Pourtant, il avait un allié important, de même deux alliés importants qui étaient la Chine et la Russie. Est-ce que ces deux puissances vont laisser l'Iran tomber? À chaque fois, on assiste soit à des réalités internes qui favorisent effectivement la chute, mais jamais ces alliés n'interviennent directement pour protéger leurs alliés. À quoi va-t-on assister dans le cas de l'Iran? Dans votre question, il y a deux sujets différents. La première question est de savoir, la Russie et l'Iran ont des intérêts, leurs intérêts sont menacés, sont-ils capables d'y répondre ou pas? La deuxième question, c'est donc la préfiguration obligatoire, nécessaire, évidente, inévitable, d'une confrontation entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Elle commence déjà. Il faut répondre en deux temps. La première, c'est que la Russie, elle a deux facteurs différents. Le premier, c'est qu'elle n'est pas une puissance à la taille économique des États-Unis et de la Chine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la taille économique, c'est un grand pays qui a une belle histoire, qui a une belle armée, c'est évident, c'est pas discutable. Mais elle n'a pas la taille. Elle a, pour elle, un président fort, qui a une grande idée de lui, de son pays, un peuple qui est très déterminé, qui généralement n'a jamais été vaincu. Mais ils sont empêtrés totalement dans leur guerre avec l'Ukraine, et je pense que leur priorité est celle-là. La deuxième chose, c'est la Chine. La Chine, elle, vous avez raison, elle est le premier bénéficiaire du pétrole du Venezuela. Elle est la première bénéficiaire du pétrole iranien. Oui. Et elle est, figurez-vous, aussi bénéficiaire dans la route de la soie, des rapports très forts avec le Danemark jusqu'au Groenland. Et donc, évidemment, elle subit là une attaque frontale. À l'évidence, le président Xi Jinping, dont la qualité d'homme d'État n'est pas discutable, n'a pas décidé d'aller vers la confrontation. Ça suppose pour lui beaucoup de choses, une convertibilité du yuan, un sacrifice économique important, un doublement, voire un triplement des capacités militaires qui sont déjà très très importantes, et probablement un élargissement des bases militaires chinoises dans le monde pour faire en tout cas faire face à la puissance américaine actuellement. Il ne l'a pas fait encore. Je pense, moi, que la confrontation à ces niveaux-là entre les États-Unis et la Chine est inévitable et que dans les décennies prochaines, c'est ce que nous allons connaître et vivre. Sauf que nous allons le connaître dans un monde différent. Emmanuel Todd écrit dans ses livres des choses évidentes sur donc le déclin américain. Moi, je considère que la vigueur intellectuelle d'Emmanuel Todd n'est pas discutable, et notamment quand il parle de chiffres, de démographie. Aujourd'hui, comme Ben Laden, excusez-moi, il a la rhétorique. C'est impressionnant. Il a la rhétorique. Il parle surtout comme un chercheur qui fait un travail remarquable sur la démographie, le nombre d'ingénieurs, la construction de l'armée, la capacité de l'armée américaine à produire beaucoup plus de chars qu'elle ne l'était. C'est ça la question, évidemment, de la puissance américaine de demain. Et il n'y a aucun doute que c'est un vrai problème. La Chine, aujourd'hui, la Russie, d'ailleurs, au demeurant, est capable de produire plus d'ingénieurs, plus d'usines, est capable de faire face à une menace plus globale, non pas plus que les Américains aujourd'hui, mais probablement les Américains de demain, si la tendance américaine aujourd'hui se poursuit. Mais enfin, je mets de côté les analyses du professeur Emmanuel. Mais c'est intéressant, hein? Bien entendu. C'est intéressant. Bien entendu. Et donc, la question maintenant, donc, est-ce que les Chinois vont continuer, eux, à regarder de façon claire ce qui se passe? Moi, je crois que dans le calcul de la Chine, il y a évidemment le pétrole du Venezuela, de l'Iran, du Groenland, du Danemark, mais d'abord, une autre réalité chinoise, c'est Taïwan. Et la question, c'est est-ce que nous allons laisser le président des États-Unis aller d'échec en échec, de difficulté en difficulté, pour que nous demain, nous puissions mettre la main sur ce qui nous intéresse le plus, cette île rebelle qui nous a échappé en 1949. C'est ça la question qui va être fondamentale. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est, moi je pense que le président Trump
qui n'est pas une parenthèse. Je pense que c'est une réalité américaine beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle, d'une espèce de suprématie d'extrême droite qui prend les choses en main et qui va probablement faire des dégâts à venir. Mais Trump lui-même est un homme de 80 ans. Ouais, La biologie est quand même assez compliquée pour tout le monde et donc, bien entendu, il est finissant. La question donc, c'est est-ce que les Américains, les États-Unis d'Amérique vont continuer dans la tendance actuelle ou est-ce que, comme le gouverneur de Californie le dit très bien, ils vont trouver une orientation différente? Et juste une petite parenthèse, dans les années 20, les Américains, à l'époque, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, M. Kellogg, avaient instauré un pacte qui est très connu, le pacte Briand-Kellogg, qui consistait à ne pas être hégémonique, ni aller à l'extérieur. Cette doctrine américaine existe et elle peut encore continuer à avoir une réalité demain dans l'intérêt de la puissance américaine. Mais en contradiction avec la doctrine Monroe. Et maintenant, bien entendu, maintenant pour nous, Africains, parce que c'est grosso modo ça qui nous intéresse, sommes-nous capables de tirer profit de tout ça? C'est ça la question. La réponse est malheureusement non. Nous vivons dans un mépris extraordinaire de la part de l'actuelle administration Trump. On nous traite de quoi? Shit country? C'est horrible. C'est ça. On nous refuse les visas. C'est les 70 les Somaliens pays. souffrent plus que les autres. Mais c'est les 70 pays qui nous sont refusés des visas. On est combien? 30 ou 40? C'est-à-dire que le groupe, c'est nous. J'ai même entendu dire que le président des États-Unis a considéré que l'organisation de la Coupe du Monde, le président Infantino de la FIFA l'aurait rassuré en lui disant que les pays africains perdent très vite et qu'ils vont partir très vite. Il dit ils vont quitter chez moi assez rapidement. C'est une espèce de mépris qu'on n'a jamais imaginé. D'ailleurs, si j'avais un conseil à donner aux chefs d'État africains, c'est de boycotter la Coupe du Monde. Comme Sepp Blatter, j'ai vu la demander dans une conférence de presse qui s'est tenue, j'ai dit la regarde. Aux Africains de boycotter la Coupe du Monde. Et donc, toute cette peur que nous avons, c'est pour avoir quoi? L'aide américaine, c'est le continent africain, c'est des miettes. C'est des miettes. C'est-à-dire que vous avez peur, tellement peur, vous vous couchez pour avoir des miettes. Et pardon, je reviens et j'en aurais fini sur le président ukrainien Zelensky, qui lui n'a pas des miettes, 63 milliards. Il joue sa survie. Il a été d'une grande dignité. Si demain, les chefs d'État africains jouaient à peu près la même situation dans leurs intérêts, on serait regardé différemment. Alors, c'est très clair. Alors, c'est très intéressant ce que dit Djemal Taleb. Il a d'ailleurs rappelé l'idée et l'analyse d'Emmanuel Todd. Je l'ai suivi l'autre fois, mais il dit, pour que le monde soit libre, pour que le monde ait la paix, il faut que les États-Unis soient totalement détruits. Mais cette rhétorique-là, c'est de Ben Laden qu'on entendait avant. Alors si le président Trump a réussi quelque chose, c'est d'amener des intellectuels à parler aujourd'hui comme les islamistes qui ont frappé son pays. C'est pas sérieux. Il faut se ressaisir. Et par rapport à se ressaisir, c'est parce qu'il sait que de toute façon, comme l'a dit Djemal, la Chine et la Russie n'auront aucun choix, ne pourront pas venir en aide à l'Iran, qu'ils se permettent cela. Parce que si il admettait l'hypothèse que les deux puissent coaliser leurs efforts militaires pour venir en aide à l'Iran, mais ils n'ont aucune chance, les Américains. Effectivement, je te rejoins sur cette partie-là. Oui. Si la Chine et la Russie se coalisent, il n'aura aucune chance. Plus la Corée du Nord. Exactement. Plus la Corée du Nord. Dans la mesure où on est dans un... Parce que lui, il est très nerveux en ce moment. C'est ça. Il attend. Son tour pour appuyer sur un bouton. Espérons qu'il ne sera pas rouge le bouton. Alors, je me dis aujourd'hui tout simplement que les enjeux géopolitiques ont légèrement bougé. Ils sont alignés sur une autre sphère dans la mesure où on va savoir que le président russe, il veut l'Ukraine, le Donbass. Donc sur cette partie-là, il y a des arrangements dont nous ne sommes pas au courant, peut-être, ce sont des hypothèses, qui font qu'il ne va pas s'allier directement à l'Iran pour le défendre, parce qu'il laisse un peu de l'âge pour Trump, qu'il y ait un peu de liberté. Le président chinois s'est dit, si je me mêle de cette guerre-là, ça va être très tendu pour Taïwan. Donc je vais le laisser aller là-bas, s'embourber. Comme ça, pour Taïwan, je pense qu'il lâchera quelque chose. Je pense que la géopolitique fait qu'il y a une organisation entre eux, je ne m'aventurerai pas davantage, qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire. Ils vont se partager encore
le gâteau, comme la conférence de Yalta, et ce sera fini. Et pour revenir sur notre continent, notre cher continent, je pense que nous ne sommes pas des pays de merde. Trump nous a insultés, mais nous ne le sommes pas. Parce que si on se remémore de l'histoire, si ce pays de merde, toi, t'a permis de sortir de l'emprise japonaise qui avait bombardé le port de Pearl Harbor, qui a fait que la répression américaine, en lançant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ces bombes-là ont été fabriquées grâce à de l'uranium qui a été extrait dans des mines de la RDC. L'uranium qui avait une capacité de s'enrichir très vite. C'est pour ça qu'ils sont allés les chercher. Donc l'Afrique est rentrée dans l'histoire et il y a des intérêts. C'est minime comme raison quand même. Non, mais c'est une des raisons. Je vais continuer. Je vais continuer à dérouler. Il y en a. Il y en a partout. Il y en a au Niger, Voilà, mais c'est encore plus compliqué que ça. Au Kazakhstan. Exactement. Non, mais si c'est que ça. Exactement. Mais on va voir la suite. Vous allez voir que les États-Unis ont un intérêt aujourd'hui dans la région des Grands Lacs. Ils veulent avoir accès aux minerais. Ils sont en train de le négocier. La preuve, les États-Unis savent ce que fait le M23 qui est poussé en avant, secondé, backupé par le Rwanda. Trump, malgré sa pression, la tension ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas si puissant que ça, même sur le continent africain. Il nous traite de pays de merde. Mais l'Afrique est la mère des continents. L'Afrique est le berceau de la civilisation. On le sait, nous qui sommes des humains cultivés. Cet argument que vous allez convaincre de la Trump. Bien sûr, Trump, c'est l'économie, le pétrole. Exactement. Mais nous, comme on sait d'où on vient, on sait où on va. Trump, pour moi, est transitoire. Il est là pour quelque temps. Vous avez raison. Il veut raviver un esprit, on va dire, néo-colonial, un esprit anarchiste et un esprit suprémaciste, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Et ça ce ne sera pas ça qui va faire avancer le monde aujourd'hui, ni l'Afrique, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, dont je fais partie, nous sommes confiants, nous sommes connectés, nous savons là où nous voulons aller. Et nous nous battrons pour nos valeurs, parce que nous en avons. Les États-Unis devraient être un pays sage, parce qu'un pays cosmopolite, composé de plusieurs générations d'Irlandais, d'Anglais, de Français, d'Italiens et d'Hollandais, j'en passe, de Latinos, de Noirs. De Latinos, de Noirs et d'Indiens surtout, peuple primitif, devrait pouvoir montrer la voie, en parallèle de la voie démocratique, la voie de la sagesse, et continuer à dominer le monde dans ce sens. Steve Diaco, dans la folle hypothèse que la guerre ait effectivement lieu, que peut faire l'Afrique à part un communiqué de l'Union africaine qui appelle à la retenue? D'abord rappeler que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que cette guerre ou ce prétexte de l'Iran pourrait éventuellement être traduit comme le retour, le réalisme is back, comme le retour finalement de la puissance hégémonique que la plupart des pays qui poursuivent l'intérêt national pour pouvoir dominer. Ce qui avait été, il y a quelques années, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu deux pôles, puissance économique, militaire. Aujourd'hui, on observe effectivement que ce retour de la théorie réaliste en relations internationales est en train de faire son retour avec, n'est-ce pas, les États-Unis. C'est aussi une autre inquiétude, et je crois qu'il a soulevé, sur le principe que finalement, des pays comme les autres puissances, comme la Chine, comme la Russie, même si les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, regardent finalement la position américaine au niveau du Moyen-Orient en intégrant effectivement cette difficulté, mais surtout avec, comme l'a dit, les 10 prochaines années pourraient éventuellement créer les conditions d'une guerre mondiale si les choses ne sont pas finalement claires, mais si on ne ramène pas tout cela au niveau des négociations politiques et économiques. Alors, je voudrais emboîter notamment sur la troisième partie qui est relative à la perception finalement de l'Afrique. Et l'impact possible de cette guerre. Déjà, le pétrole, on aura des problèmes à avoir du pétrole raffiné dans nos stations-service. Je crois que ce qu'il ne faut pas avoir, et je crois qu'il a dit, c'est de donner l'impression que finalement, nous ne sommes pas concernés par cette guerre ou bien par ces menaces. Au contraire, l'Afrique est impliquée de manière directe ou indirecte sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique, avec... vous l'avez rappelé, le pétrole, l'augmentation de pétrole, qui peut justement être bénéfique pour les pays exportateurs du pétrole. Mais moi, ce qui me paraît essentiel à ce niveau d'analyse, c'est se dire quelle est finalement l'attitude responsable de l'Afrique ou de nos États. La question fondamentale, c'est de se dire ça devrait permettre à nos États de réfléchir sur l'armement, finalement. Parce qu'on voit bien que
aujourd'hui, le droit international, qui est bafoué par la plupart des États, ou pour ne pas dire les États-Unis, repose finalement sur la force. Donc, C'est celui qui a la force. Armement. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique doit penser à s'armer. L'Afrique doit penser sa stratégie militaire, sa stratégie sécuritaire, pour justement éviter d'être spectatrice dans le cas de ce qu'on peut observer. Mieux, dans ce qui pourrait traduire aussi comme conséquence, c'est finalement les intérêts que la plupart de ces États, la Somalie, l'Éthiopie, et j'en passe, avec, n'est-ce pas, les États-Unis, mais l'Iran, stratégiquement, peut tout faire pour détruire les intérêts américains sur ces pays africains. Donc attention. C'est pour ça que je dis... la riposte va se manifester bien sûr. C'est pour ça que je sous dis, plusieurs formes, effectivement. Nous n'avons malheureusement, à l'heure actuelle, une position commune de l'Afrique sur la situation qui prévaut en Iran. Et c'est pour cela que je dis, il faut penser maintenant, si ce n'est tard, sur la stratégie d'armement ou de la construction d'un certain nombre de Dernier choses sur le plan mot, sécuritaire. Djemal Taleb. Il faut comprendre quelque chose, il faut qu'on comprenne quelque chose dans la stratégie des Américains. Pourquoi ils n'ont jamais un projet politique derrière à chaque fois qu'ils frappent quelque part? On l'a vu en Irak. Pas de suivi. On va frapper. On a pendu Saddam Hussein le jour de l'Aïd. C'est réglé. En Afghanistan, pas de projet politique. Les talibans sont revenus 20 ans après. En Libye, on a tué Kadhafi. La Libye est en lambeaux. Il n'y a jamais une stratégie politique à long terme pour atteindre justement les objectifs. Un service, vous voulez dire un service après-vente? Mais qui brandissent au début avant de frapper. Ça vient d'où? Il y a une belle phrase de l'ancienne commissaire ministre des Affaires étrangères d'Italie qui s'appelle Emma Benino, je ne sais pas, vous vous souvenez d'elle. Pendant la guerre d'Irak en 2003, elle a qualifié les États-Unis d'Amérique de monstres sans cerveau. C'est pas ce que nous on va faire dans cette émission. C'était elle. Parce qu'on aimerait aussi un jour aller aux États-Unis. C'était elle. Faut pas qu'on sorte cette émission. Non. Un jour pour dire bon, vous n'aurez pas le. Non, c'est-à-dire qu'elle l'a dit. Elle l'a dit pourquoi? Pour dire c'est un monstre puissant. C'est une machine incroyable dans laquelle malheureusement on ne pense pas à l'avenir. Et jamais on se dit, quand on aura fait ça, quand ce qu'on fait après. Mais oui. Vous savez, nous, dans les pays du Sud, on a toujours l'impression que les pays occidentaux, les Américains en particulier, sont une machine performante, intelligente, qui réfléchit. Et chaque étape est réfléchie par les étapes qui vont suivre. Oui. Or, on se trompe, ça n'est pas vrai. Ce sont des êtres humains comme nous qui font tout cela. Et ils peuvent se tromper. Ils subissent des lobbies. Ils subissent des amis, ils subissent des influences, ils subissent beaucoup de choses dans la décision. Et donc, malheureusement, dans la décision, on peut prendre tout cela en ne pensant pas à ce qui va se passer plus tard. Et vous avez raison. La deuxième faiblesse des pays démocratiques, c'est que ceux qui ont pris une décision à un moment ne sont pas capables de la mener jusqu'au bout. Quand il y a eu la guerre d'Irak en 2003, les néoconservateurs américains de l'époque, Pearl, Wolfowitz et tous les autres. Pearl, déjà, Richard Pearl, réfléchissaient tous à un truc simple, c'est qu'ils se disent, nous allons modeler le Moyen-Orient, nous allons faire une région démocratique alliée d'Israël, et nous allons lui donner finalement une contenance nouvelle pour les intérêts américains. Celui qui connaît ça, parle comme ça, n'a aucune connaissance de la région. Et puis, il y a un élément, en tout cas, moi, à titre personnel, dans mes lectures, parce que je réfléchis jamais par moi-même, je préfère lire ce qu'écrivent les autres. Mais bien sûr. Regardez depuis les croisades. Les croisades ont duré 200 ans. Les Occidentaux ont mis pied dans cette région à laquelle ils n'ont finalement jamais rien compris. Ils n'en sont jamais sortis. Oui. Jamais sortis. Parce qu'après les croisades, ils sont partis. Constantinople a été occupé en 1453. Ils sont revenus après. 7 siècles après, quand l'Empire ottoman est tombé, ils ont remodelé cette région encore à leur façon. Et à chaque fois, ils viennent, ils échouent et ils repartent. Ils viennent, ils échouent et ils repartent. Parce qu'encore une fois, il n'y a jamais de stratégie derrière. Ils ne sont jamais les mêmes qui font tout cela. Notre professeur a dit une chose qui me paraît, moi, frapper de bon sens. Merci. Moi, j'ai toujours pensé, mais souvent, je vous en prie, moi, j'ai toujours pensé à une phrase formidable de Staline, le Vatican, combien de divisions? C'est ça. Vous ne respectez pas un pays qui n'a pas de division. Vous ne respectez pas un continent qui n'a pas de division. Cher Baradjaï,
Notre uranium suffisait, le Niger serait très fort et très puissant. Oui. Malheureusement, nos matières premières ne nous enrichissent pas, notre pétrole ne nous enrichit pas. Des idées, on n'en a pas beaucoup. L'amour de nous-mêmes, on ne l'a même pas. On le dit tout souvent sur ce plateau. On n'aime pas nos langues, on n'aime pas nos cultures, on n'aime pas nos couleurs de peau, on n'aime pas nos cheveux. Notre difficulté, elle est aussi celle-là. Tant que nous n'aurons pas avancé cela pour que nous comprenions définitivement que nous avons des géants, on a un axe. Alger, Lagos, Pretoria, vous passez par Kinshasa. Merci. Et puis de l'autre côté, vous voyez le Kenya, la Tanzanie. Nous avons eu de grands hommes. Et nous avons eu de grands hommes, pas forcément ici de pays puissants. Nous avons eu Amilcar Cabral, qui ne vient pas du tout d'un grand pays. Il est fort par ses idées, sa volonté, sa capacité à imposer et à donner des idées. Notre continent manque de grands hommes, manque de grandes élites, manque de ceux qui sont capables. Vous savez, Frantz Fanon, pour ceux qui le connaissent, et moi je pense que, et moi je suis un admirateur de Frantz Fanon, il n'a pas pris une ride. Il dit nos colons sont partis, ils ont formé des colons à leur place aux couleurs locales et ils ont perpétué la même situation. Tant que nous n'aurons pas compris, comme disait Thabo Mbeki, que nous avons besoin nous-mêmes d'une idée de nous-mêmes, d'une originalité par nous-mêmes, que nous inventions finalement ce que nous sommes capables de produire. Vous savez, la guerre d'Iran, les guerres d'hier, de demain vont passer, nous ne serons même pas téléspectateurs et nous aurons un rôle là-dedans marginal. Merci. Vous l'avez dit, Richard. Merci, vous l'avez dit, Richard. Oui. Si nous aurons un communiqué de l'Union africaine. Ce qui pourrait être aussi essentiel à la suite de ce qu'a dit Maître. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Je crois que, très rapidement, je crois que ce qui va, le prétexte de la guerre en Iran, ou potentiel ou possible, donne l'occasion à l'Afrique de repenser sa stratégie, de repenser l'Afrique de manière stratégique, diplomatique et sécuritaire. Merci. Et je crois que c'est aussi une occasion pour nous de nous remettre en cause sur la mutation actuelle ou le bouleversement majeur de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est cela aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis moins optimiste que vous. Les Européens disent, avec toute la force militaire qu'ils ont, la puissance militaire qu'ils ont, ils disent, les Russes sont en avance sur nous sur 20 ans. Ça, c'est les Européens qui disent, avec leur rafale, tout ça, ils disent, les Russes sont en avance sur nous, on n'a même pas encore commencé. C'est pas parce qu'on n'a pas recommencé, il faut y réfléchir. Mais on est totalement d'accord. Vous êtes avocat barreau de Paris, analyste politique. Merci d'avoir participé à cet échange de Bara Ndiaye, géopolitologue. Merci. Analyste, je vous en prie. Merci beaucoup. Steve Nzego Odieko, merci à vous également d'avoir participé. Je suis toujours heureux et fier d'avoir à ma table des intellectuels de tous les pays, Mauritanie, Sénégal, Gabon. Ce n'est pas bon, on a des cadres, on a du savoir sur le continent, il faut les valoriser. Valoriser, c'est très important. Alors, merci à vous. Oui. Pour conclure, même si on n'a pas des armées et des armes performantes, on peut mettre en place un cadre juridique qui permettra aux néocolonisateurs de ne pas s'approprier nos matières premières. C'est la fin, mesdames et messieurs de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Compris. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.